Le grand oral, la première, le soir. Arnaud Ruyssen. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans ce grand oral avec pour invité cette semaine Philippe Lamberts, écolo, député européen du groupe des Verts et très en pointe sur les dossiers économiques et financiers qui n'ont d'ailleurs pas manqué cette semaine. Bonjour Philippe Lamberts. Bonjour. Alors face à vous, de l'autre côté de la table du grand oral, trois journalistes avec à mes côtés, Béatrice Delvaux, éditorialiste en chef au journal Le Soir. Bonjour. Bonjour. Et Jean-Pierre Jacquemin, directeur de l'info à la RTBF. Très bon samedi après-midi. Alors avant toute chose, Philippe Lamberts, on va reprendre 2 petites minutes pour résumer une semaine riche en événements. Avec tout d'abord cette proposition de prélèvement sur les comptes épargne dans les banques de Chypre qui a véritablement estomaqué les Chypriotes. C'est du vol, ça n'est jamais arrivé dans aucun autre pays d'Europe. Une nuit, je me suis endormie avec une somme d'argent sur mon compte et je me suis réveillée le lendemain avec de l'argent en moins. Donc c'est du vol. C'est exactement comme dans une dictature. Proposition qui a aussi estomaqué Moscou avec de nombreux Russes fortunés qui ont placé ou blanchi, c'est selon, leur argent à Chypre. En tentant de régler le problème de la dette, l'Union européenne, la Commission européenne et le gouvernement chypriote se comportent comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Une semaine aussi de conclave budgétaire chez nous, entrecoupée par une messe pontificale à Rome, de quoi aller glaner peut-être l'appui du Saint-Esprit pour des choix structurels. Structurels, c'était le mot de la semaine. Mesures structurelles en recettes et en dépenses. Le tout maintenant est surtout de voir quel est l'effort structurel que l'on veut réaliser en 2013 et en 2014. C'est à nous de prendre des mesures structurelles et si on prend des mesures structurelles, c'est à la fois bien pour le contrôle budgétaire, pour le budget 2014 et ça nous mènera vers l'objectif européen. Et puis côté wallon, accord enfin sur le photovoltaïque, même si le flou demeure quelque peu. Le prix minimum garanti du certificat vert est maintenu à 65 € jusqu'au remboursement de l'installation ou du prêt qui a été contracté dans le cadre de l'investissement. Un accord en tout cas directement descendu en flammes par l'opposition MR. Le contrat du gouvernement est aujourd'hui renié. Dès l'instant où le gouvernement donne ce signe, c'est détestable. Qui va encore faire confiance au gouvernement ? Voilà quelques éléments de l'actualité de cette semaine, Philippe Lamberts. Alors on va commencer par Chypre, tout d'abord, et cette proposition donc d'aller prélever sur l'épargne. Vous avez dit dans une interview, c'est l'acte le plus irresponsable posé par les dirigeants européens. Est-ce que finalement il n'y a pas quelque chose qui s'est cassé, peut-être définitivement cassé cette semaine, entre l'Europe en tant qu'institution, l'eurozone ici en l'occurrence, et les citoyens européens, chypriotes, mais pas seulement ? En tout cas, j'espère que la rupture n'est pas définitive, mais en tout cas, elle est grave. Elle est très, très grave parce que ce que nous vivons en Europe depuis le début de la crise de la zone euro, c'est d'abord et avant tout une crise de confiance. On l'a souvent dit, mais c'est la confiance des États les uns entre les autres, la confiance des entreprises dans le secteur bancaire, c'est la confiance des citoyens dans leur secteur bancaire. Et aujourd'hui, c'est un des piliers essentiels de cette confiance, c'est-à-dire la garantie des dépôts jusqu'à 100 000 € que l'on a balayé d'un revers de la main sans réfléchir une demi-seconde aux conséquences que ça pourrait avoir. Imaginez maintenant que ce qui va se passer, ce qui s'est passé, on n'a pas encore les chiffres, mais en Espagne, au Portugal, en Italie, si vous êtes déposant là-bas, vous vous dites, si c'est le cas pour eux, pourquoi pas demain pour moi ? Et donc, n'irions-nous pas placer notre épargne sous des cieux plus cléments, par exemple en Allemagne, en Belgique, en France ou ailleurs ? Mais il y a des économistes, il y avait Étienne de Calataï notamment, qui disait, lui, c'est normal qu'un État, c'est son droit finalement, qu'un État puisse changer d'avis à un moment donné. Si il a pris une décision, il peut revenir dessus. Et deux, il disait, finalement, la contagion, elle ne s'est pas produite. Donc, est-ce que vous n'êtes pas excessivement négatif ou pessimiste ? On n'a pas encore vu les Espagnols retirer l'argent. Vous n'avez pas encore eu les chiffres. Moi, je les ai demandés à la Banque Centrale Européenne. On va voir ce qu'il en sera. Je pense de toute façon que la Banque Centrale Européenne ne les révélerait pas si vite que ça s'il y avait quelque chose à observer. En tout cas, je me demande ce qui va se passer lorsque les banques chypriotes rouvriront, parce que après la ponction, je pense que les dépôts restants ne demeureront pas très longtemps sous les cieux chypriotes. Il me revient de nouveau des sources de la Banque Centrale Européenne que l'exode a commencé bien avant d'ailleurs les décisions du week-end dernier et que les 2 principaux pays de destination de l'épargne qui se retire des comptes à Chypre sont la Suisse, ce qui n'est pas vraiment surprenant, et
le Grand-Duché de Luxembourg. Et donc, de toute façon, le mal est fait quelque part. C'est ça que vous voulez dire. Je pense que le mal et est on fait. va avoir un effondrement peut-être des banques chypriotes, quoi que l'on fasse par C'est un rapport risque à très la suite. sérieux et je pense un risque auquel il faut se préparer. Et ça veut dire quoi, ça, un effondrement des banques chypriotes? Parce que pour le moment, les gens ici se disent un peu, oh, c'est à Chypre, c'est chez eux, c'est loin, c'est une île. Grand, On a Mais l'impression c'est vrai, fondamentalement, c'est un problème qui devrait être facile à régler, à condition qu'on mette ce qu'il faut sur la table pour le régler. Mais alors, c'est quoi pour vous mettre sur la table? Parce qu'on a longtemps dit, bon, l'Europe ne prend pas de décision, l'Europe est versatile, l'Europe est tiède. Là, tout d'un coup, elle devient quelque part chaude, elle impose des décisions et on dit, ah ben ça, c'est pas une bonne idée, c'est tout ce qu'il ne fallait pas faire. C'est-à-dire qu'elle impose des décisions, mais des décisions qui sont en tout cas partiellement erronées, c'est-à-dire dont l'effet sera pire que le mal. Si vous rompez cette confiance de base entre les déposants et leurs banques, ne vous étonnez pas qu'ensuite, vous n'ayez plus aucune stabilité des dépôts dans les pays, en tout cas de l'Union, qui sont en situation économique difficile. Et donc, ça aggravera leur situation. Mais et je pense qu'on n'a pas envie que l'Espagne nous pète de nouveau à la gueule. Donc, je veux dire, c'est quand même, me semble-t-il, une mesure de cohérence et d'intelligence de base d'éviter ce genre de choses. Et quand le soir où ils ont pris cette décision, comment ils avaient bu? Je sais quoi l'explication? Je n'en sais rien, je n'y étais pas, mais je pense que ce qui a joué, c'est une forme de football panique entre des Allemands qui auraient bien voulu remettre la décision sur Chypre après les élections allemandes pour ne pas s'exposer à des critiques comme quoi du bon argent allemand allait sauver finalement des oligarques russes. Donc ils auraient bien voulu que ça se passe plus tard. C'est-à-dire après septembre. C'est-à-dire après septembre, loin, sachant que maintenant on était vraiment arrivé à l'extrémité des extrémités, il fallait décider maintenant, donc il ne fallait pas que ça coûte trop cher. Donc Angela Merkel est responsable? Et donc je pense en tout cas que le gouvernement allemand porte une responsabilité écrasante. Je note d'ailleurs qu'était dans la salle non seulement Wolfgang Schäuble, le ministre allemand des Finances, mais Jörg Asmussen, le membre allemand du directoire de la Banque Centrale Européenne. C'est pas un hasard, et je pense très franchement que les autres qui étaient dans la salle, à savoir Pierre Moscovici ou Jeroen Dijsselbloem, le nouveau président de l'Eurogroupe, le jeune ministre des Finances, soi-disant socialiste néerlandais, en fait, ils ont simplement fait la volonté allemande. Aujourd'hui, en Europe, personne n'ose s'opposer à l'inconscient collectif allemand. Et donc, je ne dis pas qu'il faut l'ignorer. Je pense qu'il faut être capable d'avoir un débat rationnel sur les décisions à prendre pour l'Europe, y compris si des décisions rationnelles peuvent heurter parfois l'inconscient collectif allemand. Alors, comment est-ce qu'on aurait été trouvé ces 6 à 8 milliards d'euros, selon vous, ce qui ne représente pas tellement, puisque vous... Non, mais pour un petit pays comme Chypre, c'est énorme. Hein. Ouais, donc très franchement, ce qu'il faudrait faire, c'est en tout cas un double mouvement. D'une part, un prélèvement sur les dépôts, en effet, mais au-delà de 100 000 euros. Donc nous n'avons jamais contesté l'idée que l'on aille ponctionner des dépôts qui, je rappelle, ne sont pas garantis au-delà de 100 000 euros. Donc un déposant doit savoir qu'on lui garantit ses dépôts jusqu'à 100 000. Et certains pourraient dire c'est déjà un montant assez rondelet. Faut-il vraiment aller jusque-là? Il y en a qui disent qu'on ne devrait même pas l'assumer, en fait. Oui, donc un Éric de Keulener dira il faut que les épargnants soient responsables et donc qu'il n'y ait pas de garantie des dépôts. C'est un vrai débat politique à avoir. Moi, je serais partisan d'une garantie des dépôts modeste du côté peut-être jusqu'à 50 000 euros, mais pas plus loin. Donc, on peut ponctionner les dépôts supérieurs à 100 000 euros, ce qui fait contribuer finalement non seulement les résidents, mais les non-résidents, donc les Russes, à Chypre, mais ce qu'il faut aussi mettre en place, c'est une forme d'imposition du patrimoine non financier. Autrement dit, c'est un peu facile. Vous avez été assez con que pour avoir votre patrimoine principalement sous forme de dépôt dans une banque et on vous le ponctionne, mais vous avez des propriétés sur l'île, etc., ou en dehors du pays, et là, il n'y a pas de problème. Mais ça, évidemment, ce n'est pas des rentrées que vous pouvez mobiliser tout de suite. Non, mais ça, c'est ce que les Chypriotes n'aiment pas. Ils aiment bien avoir leur propriété, la transmettre à leurs enfants. Oui, mais... Ah voilà, mais donc là, on ne fait pas d'omelette sans casser deux. Ils ont voulu avoir un business model pour leur économie qui était insoutenable, et à un moment, ça se paye. Les taux d'intérêt à accorder 6, 5, 4, ça n'a 5, aucun 6, sens, évidemment. Oui, mais bon, ça s'est toujours fait. Avant, c'était le Liban, puis ça a été Chypre, puis ça a été d'autres pays. Sûr. Et pourquoi est-ce que l'Europe ne fait rien là-dessus? Ah, mais ça, c'est une bonne question. Et ça, c'est vraiment lié au fait que chacun se dit, si j'interviens chez le voisin va me mettre le doigt sur les choses qui sont peut-être pas très ragoûtantes chez nous. Typiquement, on va s'attaquer aux Irlandais sur leur taux d'imposition des sociétés ou aux Chypriotes, et eux vont dire, tiens, chez vous, les intérêts notionnels, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ou toutes les niches fiscales sur l'impôt des sociétés en France. Et donc, au nom de la souveraineté fiscale, on fourre pas son nez dans les affaires des autres. Sauf, évidemment, quand on est obligé d'intervenir financièrement. On est vraiment au bord du gouffre ou on est déjà en train de tomber? Je pense qu'on est au bord. Je ne suis pas, pardonnez-moi, mais au cœur de la décision. Donc j'ai des informations, mais je ne suis pas vraiment minute par minute ce qui se passe. Je ne suis pas dans l'exécutif européen. Mais ce qui me revient, c'est qu'on joue pour l'instant avec un feu qu'on ne contrôlera pas si on ne règle pas
le cas de ces deux banques et de l'État chypriote de manière ordonnée. Mais qui va le régler? Parce qu'on ne comprend plus très bien qui doit prendre l'initiative, où en fait. Fondamentalement, l'Europe pourrait le régler si elle en avait la volonté politique. Je veux dire, mettre sur la table 17 ou 20 milliards même, sous forme de recapitalisation directe des banques, c'est quelque chose qui est jouable pour l'Union européenne. Je veux dire, quand on voit le PIB européen, le produit intérieur brut européen, c'est entre 12 et 13 000 milliards. Franchement, c'est le genre de choses qui ne devrait pas nous effrayer. Mais on n'a pas un budget fédéral qui nous permette de le faire. On aurait un budget fédéral européen, eh bien on mobiliserait ce budget fédéral pour faire cette recapitalisation, reprendre le contrôle sur les banques, les résoudre de manière ordonnée. Mais évidemment. Pas un prêt, vous voulez dire, carrément éponger les dettes. Un prêt aggrave évidemment la dette publique chypriote. Oui, c'est juste sûr qu'on. Et donc c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Et on a joué à ça en Irlande, avec une situation maintenant d'une dette complètement insoutenable en Irlande. On a joué à ça en Espagne. C'est de nouveau le gouvernement espagnol qui finalement doit assumer de la dette privée. C'est ça. Donc on jette toujours le haro sur la dette publique, mais ça me fait quand même bien rigoler. En Irlande et en Espagne, c'était de la dette privée. Et on a nationalisé cette dette privée. Et j'entends encore les idéologues du marché me disent mais il ne faut pas que l'État se mêle de l'économie. Mais enfin, ils sont bien contents quand on vient leur sauver la mise. Et donc, il faut quand même être de bon compte. Une bonne partie de la dette publique, de l'augmentation de la dette publique qu'on a observée depuis le début de la crise financière, est en fait de la dette privée dont on a soulagé des investisseurs privés. Pour que eux se portent bien, eh bien, on a fait porter le poids de leurs conneries par le contribuable. L'idée que Chypre puisse à un moment donné sortir de la zone euro, comme certains l'imaginent. Certains imaginent même peut-être qu'elle puisse sortir de la zone euro tout en restant dans l'Europe, ce qui n'est pas tout à fait clair dans les traités. C'est quelque chose qui vous empêche de dormir? Ah, ça clairement. Aujourd'hui, c'est vrai, je ne suis pas du genre à dramatiser, mais depuis la décision de la nuit de vendredi à samedi, c'est vrai que je suis extrêmement préoccupé. Parce que de nouveau, tout repose sur la confiance. La confiance des épargnants dans leurs banques, mais aussi la confiance des Européens, la confiance des non-Européens dans la construction européenne. Parce que si un État membre devait quitter la zone euro, alors en effet, ce qui est mis en cause, c'est, mais finalement, cet assemblage, si aujourd'hui quelqu'un s'en va, pourquoi pas demain quelqu'un d'autre? Et ainsi de suite. Donc ce qui était vrai pour la Grèce est aussi vrai pour Chypre, c'est ça que vous dites. Évidemment. Et donc la question, c'est, donnons-nous, nous, comme décideurs politiques européens, la confiance à tous, à la fois citoyens et acteurs institutionnels, que la construction européenne, la construction de l'euro est une avenue à sens unique. Autrement dit, nous poursuivons une union toujours plus étroite entre les États membres. Mais il y a quelque chose d'incompréhensible en fait dans ce qui s'est passé avec Chypre, parce qu'on avait le sentiment qu'ils avaient au niveau européen pris conscience de la fragilité de l'édifice, puisqu'ils ont essayé de le réparer depuis la crise grecque, et alors ils font quelque chose qui quelque part le sape, vous le dites vous-même, vous dites ça sape la crédibilité profonde de l'Europe, cette chose qui s'est passée avec Chypre. Bien sûr. Et comment est-ce qu'on peut expliquer? Parce qu'il y a deux choses qu'on a du mal à expliquer, c'est ça, et l'autre chose, c'est ce que Van Rompuy a lui-même reconnu cette semaine devant les parlementaires, je pense, en disant on a laissé le modèle chypriote se développer et on n'a pas su le corriger. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Mais le corriger, ça veut dire clairement, par exemple, imposer des règles de prudence strictes aux banques chypriotes, mais aux banques de toute l'Union. Imposer des règles communes en matière fiscale, au travers de l'Europe, imposer des règles communes en matière de transparence au niveau de toute l'Europe. Et là, c'est vrai que, en règle générale, les États membres et leurs ministres des Finances se gardent bien de pousser les feux dans cette direction-là. Ils n'en veulent pas parce qu'ils savent très bien que personne n'est parfaitement clean dans tous ces domaines-là. Et donc, chacun préfère garder l'illusion de sa souveraineté fiscale, par exemple, plutôt que d'accepter que si on veut réellement exercer une souveraineté fiscale, le seul moyen encore de pouvoir le faire aujourd'hui, c'est collectivement. Ça, c'est une première question. Et la deuxième, qui est une condition absolument indispensable, c'est que pas de taxation sans représentation. On ne peut pas imposer des règles communes, s'ingérer dans les affaires de Chypre sans avoir la légitimité démocratique pour le faire. Si vous êtes en Wallonie ou à Bruxelles et qu'une commune se comporte de manière irresponsable sur le plan budgétaire, cette commune est placée sous la tutelle de la région qui prend les commandes. D'accord ? C'est vraiment une mise sous tutelle. Mais la région, le gouvernement de la région, le ministre qui a la tutelle sur les collectivités locales, a pour lui la légitimité d'un parlement régional devant lequel il est comptable de ses actes. Et donc, on peut opposer à la légitimité démocratique locale la légitimité démocratique régionale. On devrait être capable de faire la même chose au niveau européen, sauf que, aujourd'hui, ceux qui agissent pour exercer cette tutelle n'ont pas de légitimité démocratique. Et ça, c'est évidemment un problème gravissime qu'il faut absolument résoudre. Comment voulez-vous qu'un citoyen chypriote ou même grec accepte la mise sous tutelle de son pays? Et en Grèce, il y en a beaucoup qui l'accepteraient, qui pensent que l'Europe est gérée de manière moins clientéliste que la Grèce, mais pour autant, ça n'est pas pour cela qu'on veut s'en remettre à des fonctionnaires qui n'ont de compte à rendre à personne. Dites, je vous entendais flinguer le nouveau
j'allais dire, ministre de la monnaie, le patron de l'Eurogroupe, le Hollandais qui a remplacé Juncker, les Allemands coupables. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui tient le navire? Est-ce qu'on est à bord du Titanic? On peut se poser en effet la question de qui est vraiment aux manettes dans cette affaire-là. Aujourd'hui, du côté de la Banque Centrale Européenne, on se borne à dire, écoutez, nous, on arrête l'aide aux banques chypriotes lundi minuit si une solution permanente n'est pas trouvée. Et donc, ils sont quelque part dans leur rôle de dire, bon, ben voilà, nous ne pouvons pas prêter à des banques qui ne sont pas solvables. Et quand ces banques sont insolvables, ben, c'est notre responsabilité de dire non. Donc, ils placent les politiques devant leurs responsabilités. Et là, en effet, c'est d'une part le patron de l'Eurogroupe, mais qui est un jeune ministre qui a encore du lait derrière les oreilles, qui franchement ne me semble pas avoir les qualités requises pour le job. Alors, il a au moins, et ça, il faut lui reconnaître, une certaine dose d'honnêteté et de panache, puisqu'il a assumé, en tant que président de l'Eurogroupe, la responsabilité pour la décision de la nuit de vendredi à samedi. Donc, c'est élégant de sa part. Mais enfin, ça ne fait pas une politique. Et donc, ça ne donne pas confiance dans la seconde décision qu'il va prendre. En effet. Mais enfin, reconnaître ses erreurs est déjà un premier pas pour rétablir sa crédibilité. Oui, une semaine papale, faut avouer, moitié pardonné. Voilà, exactement. Voilà, confesse. Mais donc, la question, c'est qui décide vraiment. Et je suis désolé de le dire, mais j'ai de plus en plus l'impression que c'est Wolfgang Schäuble qui décide dans cette maison. Et que, donc, c'est le ministre allemand des Finances confronté à une élection très importante en septembre en Allemagne, qui, en fonction de circonstances de politique intérieure, prend les décisions de ce qu'on veut bien. Ça depuis des mois et des mois, que c'est l'Allemagne qui est derrière tout. Oui, ceci dit, il ne faut pas exonérer les dirigeants chypriotes de leurs responsabilités, parce que franchement... Mais Van Rompuy, là-dedans, on n'en parlait même pas. Il y a un Belge là dans l'histoire. Ah oui, apparemment, oui. Apparemment, mais quoi il est tout à fait sous la coupe de l'Allemagne, c'est ça que vous dites? Transparent? Ah, je pense en tout cas que... Je n'ai pas encore entendu Van Rompuy une fois confronter l'Allemagne. Donc regardez un petit peu l'épisode des papiers Van Rompuy sur l'avenir de l'intégration européenne. Au début, c'était modérément ambitieux. Et donc au fur et à mesure que Angela disait « ceci, nein, cela, nein, cela, nein, over my dead body, pas tant que je serai vivante », eh bien... le brave Herman effaçait, typexait les parties du texte qui ne convenaient pas à l'Allemagne. Donc c'est le petit caniche qu'on représentait sur les caricatures. Je pense que de caniche est l'Allemagne. exagéré, mais je pense aussi que quelque part, enfin, on peut toujours se reporter la responsabilité sur l'un sur l'autre, mais aujourd'hui, c'est un fait que personne au sein du Conseil européen, ni aucun chef d'État et de gouvernement, ni plus leur président Herman Van Rompuy, n'ose dire à l'Allemagne les réalités désagréables qu'elle doit aussi entendre. Et l'Allemagne fait les mauvais choix pour l'Europe, parce qu'en fond, si elle faisait les bons choix, ce ne serait pas tellement gênant. Mais aujourd'hui, est-ce que l'Allemagne fait des mauvais choix de manière générale pour l'Europe? Je pense que l'Allemagne est motivée par une approche un petit peu religieuse des choses, dans le sens ceux qui ont péché doivent payer. Et je comprends quelque part, il y a un aléa moral de dire finalement, on fait la fiesta, on ne fait pas d'efforts, et à un moment, quand on se retrouve dans la merde, eh bien, on trouve toujours quelqu'un qui vient vous aider. Donc je comprends évidemment qu'il n'y a pas de solidarité sans responsabilité, débat qu'on connaît bien en Belgique. Et je crois que c'est un débat fondé. Néanmoins, je crois que la première responsabilité de la chancelière allemande est de dire à son peuple ceci. Sachez, mes chers concitoyens, que le pays qui profite le plus de l'euro, c'est nous. D'accord ? Que l'effondrement de l'euro aurait un impact dramatique sur notre économie. Elle l'a dit à un moment donné pour la Grèce, ça, après très longtemps. Ouais. Et que donc, les prêts que nous faisons à la Grèce, et qu'on arrête de parler de pays donateurs, parce que c'est le langage qu'on utilise en Allemagne, on n'a pas donné un rond à la Grèce, pas un rond. On aura donné de l'argent quand la Grèce ne nous remboursera pas tout. Mais tant qu'elle nous rembourse et qu'elle paye l'intérêt, on ne lui a rien donné. Donc, que nous prêtons de l'argent à la Grèce, et nous le prêtons dans notre intérêt. C'est dans notre intérêt que la Grèce reste au sein de la zone euro. Avant de dire ils nous quémandent notre aide et nous sommes assez altruistes que pour la leur donner. Mais il faut qu'on leur fasse payer. Non, ça, est-ce que la seule personne finalement, ou le seul endroit où on se soucie des intérêts de l'Europe, c'est devenu le Parlement? Parce qu'on se dit, et vous êtes, comment est-ce que vous sortez de votre boîte soudain comme une espèce de grand cavalier qui pourfend les bonus, qui pourfend les banques? Ça, c'est parce qu'on parle de bonus, mais je n'ai pas changé d'attitude depuis que je suis arrivé au Parlement européen. Je ne suis pas devenu plus européen en arrivant au Parlement. Pas le nouveau chevalier blanc. Non, pas le nouveau chevalier blanc, mais je constate en tout cas que s'il y a une institution où la notion de l'intérêt général européen est présente, c'est bien le Parlement européen, et je dirais au travers de toutes les principales familles politiques. Mais Parlement, combien de divisions?
On vous reçoit tous. La semaine dernière, Louis Michel, on a reçu Guy Verhofstadt. Vous vous exprimez, vous existez dans les médias. Vous avez, vous votez parfois. Et donc, en effet, quand on veut, on fait la différence. Donc, sur la question bancaire, c'est un bon exemple. Donc, sur la question des rémunérations ou sur la question de la transparence des activités bancaires, eh bien, voilà un texte législatif ultra important qui a été déposé par la Commission à l'été 2012, que nous avons mené à bien comme co-législateur aujourd'hui. Eh bien, le Parlement s'est permis de rajouter 2 chapitres dans ce texte, rémunération et transparence, 2 chapitres qui n'étaient pas là à l'origine, 2 chapitres dont les ministres des Finances, y compris le nôtre, ne voulaient pas à l'origine, et le Parlement les a imposés. Et donc demain, par la volonté du Parlement européen, et par notre volonté seule, eh bien, les bonus seront limités et les banques seront obligées de révéler... C'est un peu l'équivalent du Borsu du Parlement wallon. C'est-à-dire que Borsu est au certificat vert, ce que vous êtes au bonus. Je ne sais pas si Borsu a obtenu ce qu'il voulait au niveau des certificats verts. Est-ce que si vous aviez été dans le Parlement wallon, pour faire une transition un peu rude, mais est-ce que vous n'auriez été pas plutôt sur le banc de Borsu en disant ce certificat vert? Si j'avais été sur les bancs du Parlement wallon, j'aurais été sur les bancs de la majorité avec mon parti quand même. Il faut pas mélanger les choses. Vous auriez défendu le système des certificats verts? J'aurais défendu qu'on le change. Autrement dit, je pense qu'on a été en Belgique exagérément généreux pour le développement des filières, en particulier de la filière photovoltaïque. Je m'explique, je vais partir de mon cas personnel, mais ça illustre. J'ai réalisé un investissement photovoltaïque sur mon toit à la maison. Et donc, cet investissement... Vous habitez Anderlecht. J'habite à Anderlecht. Et donc, pas les mêmes règles qu'en région wallonne. Non, mais elles sont analogues. Ce que je veux dire, c'est que déjà, le coût initial de l'investissement était subventionné à hauteur de 13 000 € sur 17 000. Le coût d'investissement initial. Donc l'investissement initial, c'était rien du tout. Et en plus de ça, au tarif des certificats verts bruxellois, je suis rentré dans mon investissement en 2 ans. J'ai dit, le système aurait été tel... On dirait un placeur russe à Chypre. Mais évidemment. Et donc, voire mieux, on m'aurait dit, écoute... Les Russes se sont trompés, il te faudra 7 ans. On m'aurait dit, il te faudra 7 ans pour rentrer dans tes frais. J'aurais dit, c'est encore un bon deal, j'y vais. Donc, je n'avais pas besoin d'un deal aussi généreux de la part des pouvoirs publics pour faire l'investissement. Alors, les pouvoirs publics, c'est qui? C'est les écolos, en l'occurrence, là, parce que c'est eux qui portent toute la responsabilité, en tout cas médiatique. Permettez-moi quand même de vous dire que je conteste, et je conteste avec la dernière des énergies. Parce qu'il me semble que le régime du photovoltaïque n'a pas été installé en Wallonie par les écolos à l'origine. Et je pense qu'une des premières choses que nous avons fait lorsque nous sommes arrivés au pouvoir en Wallonie, c'est de dire, attention, nous nous trompons peut-être de cible, il vaut peut-être mieux réduire la voilure sur le photovoltaïque pour l'augmenter sur l'isolation du bâtiment. Et on a hurlé. Alors qu'en réalité, je veux dire mais M. Darras, il est le partisan on le dit père de ce système. Vous citez Merkel, citez le Wallon qui a fauté quand même. Le Wallon qui a fauté, c'est en tout cas la majorité qui avait mis en place le régime de remboursement du photovoltaïque par le passé. Et donc c'était la majorité précédente, donc, dont nous ne faisions pas partie, donc les socialistes, les chrétiens démocrates, le CDH comme on les appelle aujourd'hui, si je ne me trompe. C'était déjà le cas. Oui, je sais bien, je rigole. Donc je veux dire, ce régime était par trop favorable au photovoltaïque. Autrement dit, oui, il faut pouvoir aider des filières émergentes, mais pour qu'elles volent de leurs propres ailes. Je veux dire, Airbus, pour prendre cet exemple-là, c'est la même chose. On a investi massivement au début, et puis quand Airbus vole, on ne l'aide plus. Mais on pleure sur le lait renversé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment est-ce qu'on sauve les meubles? Est-ce que vous estimez que ce qui a été mis en place et qui trompe quelque part celui qui croyait pouvoir en bénéficier est la bonne chose? Mais écoutez, aujourd'hui... Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que lorsque vous ayez fait un calcul de rentabilité de votre investissement, vous puissiez rester dans ce calcul-là. Et donc, je comprends que la mesure qui a été prise, c'est de dire, eh bien, tant que l'investissement n'est pas remboursé, on tient la promesse qu'on avait faite. Mais c'est évident qu'au-delà du remboursement de l'investissement, c'est-à-dire finalement la rente qui résulte à l'avenir, eh bien, on la limite. Et je pense que c'est un langage qui n'est certainement pas plus agressif que celui qui consiste à dire à des chômeurs, eh bien désolé, tu croyais que tu allais avoir une indemnité de 1000 ou de 1100 € et demain ça sera 900 ou ça sera 800. Je veux dire, c'est aussi une réduction de la promesse que l'État fait ici à un assuré social. Même chose sur les assurances pensions, sur les pensions de retraite. C'est un coup, quoi. Vous visez un peu les socialistes en disant ça, Mais je dis simplement qu'aujourd'hui, si nous voulons assurer la soutenabilité de nos finances publiques, il nous faut faire des choix responsables. Et ces choix responsables peuvent nous conduire à réexaminer des promesses qui ont été faites par le passé. Et là, je ne vise personne en particulier. Je dis simplement qu'il faut les réexaminer et donc faire de 2 choses l'une, ou bien lever suffisamment de recettes pour assurer qu'on puisse payer
les engagements pris, ou bien au contraire, réduire la voilure sur les engagements qui ont été pris. Excusez la comparaison, mais quand on voit ce qu'on fait à Chypre, de dire aux gens, finalement, on va aller rechercher sur votre épargne une partie parce qu'on en a besoin, parce que c'est la crise aujourd'hui, qu'on change les promesses de garantie qu'on vous avait données, est-ce que c'est pas un peu la même chose ce qui se passe ici ? Vous dites, on reprend à ceux qui ont les moyens, j'allais dire un peu comme vous, qui avez rentabilisé, classe moyenne, qui avez rentabilisé très vite, et ceux-là, c'est normal qu'on reprenne, et pas aux autres. Mais finalement, qui bénéficie aujourd'hui, ça c'est aussi une question qu'on doit se poser, qui bénéficie le plus de ce système de certificat vert? Je crois qu'il faut examiner aussi la mesure, et là j'ai pas les chiffres donc je peux pas vous dire, mais je crois qu'il faut examiner ce type de mesure sous l'angle redistributif. Et donc, il me semble en tout cas qu'aujourd'hui la dépense publique, plus que jamais, doit être une dépense qui privilégie les gens les plus fragiles dans la société. Donc s'il faut faire des coupes quelque part, clairement, ça doit être du côté de ceux qui ont les épaules assez larges que pour continuer à vivre décemment, avec peut-être un petit peu moins d'aide publique que par le passé. Vous ne trouvez pas que le gouvernement wallon avait des allures un peu justement de règlement à la chypriote, parce que c'est depuis des semaines d'ailleurs, on promet des kilowatts gratuits, puis on retire, puis on dit qu'on va baisser le niveau de rachat des certificats verts, puis finalement on ne le fait pas tout à fait. Ils se lavent un peu tous les mains entre eux, ils se montent du doigt, on ne sait plus très bien qui décide, on a l'impression que c'est Nollet qui a mal fait, mais finalement les autres se cachent derrière lui. Donc je veux dire, ça m'amuse toujours, parce que dans ces affaires-là, c'est évidemment toujours l'écolo qui est l'irresponsable, incompétent. Moi, j'entends ça tous les jours. Ça me fait bien rigoler parce que très franchement, pour côtoyer... Mais je pense que sur beaucoup de sujets, nous avons l'équipe la plus compétente sur le terrain et j'ai pas peur de le dire. Honnêtement dit, je les mets au défi de nous présenter en face des gens qui connaissent leur dossier au moins aussi bien que nous. Vous diriez le contraire, que ça deviendrait intéressant, mais là... Écoutez, non, je pense que je n'aurais pas rejoint ce parti si je ne croyais pas... Vis-à-vis des vôtres dans la gestion de cette crise. Non, je peux être dur vis-à-vis des miens quand je pense qu'ils font des conneries, mais en tout cas, aujourd'hui, je pense que sur le photovoltaïque et sur la question de la tarification de l'électricité, même chose. Quel a été en fait l'objet des déclarations de Nollet? Ça a été de dire, écoutez, ce qu'il nous faut mettre en place, sachant que de toute façon, l'énergie est un bien rare et donc cher. Je veux dire, il n'y a pas à sortir de là. Ceux qui disent on veut une énergie abondante et à bon marché, je vais dire moi aussi, je veux manger à l'œil tous les jours. Ça évidemment, tout le monde veut ça. Sauf que ça n'appartient pas au domaine du réel. Et donc le réel nous dit, eh bien, vu les investissements nécessaires sur le plan énergétique pour les 30 ans qui viennent, l'énergie va être chère. Et donc la question, c'est comment peut-on faire en sorte que la tarification de l'énergie, justement, soit plus favorable aux petits revenus, de sorte que ceux qui ont en effet les épaules plus larges soient capables de payer la facture. Et donc ça, c'est de nouveau une question de redistribution dans la société. Je sais que c'est un thème tabou. Je sais très bien qu'on ne jure que par les classes moyennes. Aujourd'hui, je constate que 25% des Européens sont au seuil de pauvreté ou en dessous. C'est une bombe à retardement sur laquelle on est assis. Si on ne travaille pas la question de la redistribution dans nos sociétés, on va à l'explosion. Et donc je trouve que tous ceux qui disent, enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire, donner de l'énergie gratuitement, eh bien, je les invite à examiner d'autres possibilités pour rendre nos sociétés plus redistributive. Une petite question encore, parce que tout de même, vous prenez la défense de votre parti, et c'est bien normal, mais vous dites, finalement, Jean-Marc Nollet s'est rendu compte de certaines choses quand il est arrivé, c'était en 2009, il a supprimé les primes, etc. Mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé plus loin? Parce qu'en fait, finalement, le problème qu'on constate aujourd'hui, en 2009, il était déjà visiblement prévisible, et c'est surtout ce qu'on a donné comme certificat vert en plus depuis 2009 qui nous plombe aujourd'hui. Ce qui me revient, c'est que lorsque le cabinet Nollet a voulu remettre en cause, voyant la bulle qui était en train de se développer, le système des certificats verts, ça a été la levée de bouclier, me dit-on aussi, je n'y étais pas, mais de la part de notre ami Willy Borsu. Et donc, on ne voulait pas faire il y a 2 ans parce que atteinte évidemment aux intérêts de la classe moyenne. Et aujourd'hui qu'on s'en occupe, alors évidemment c'est scandaleux, comment est-ce qu'on peut faire ça? Donc Écolo voulait le faire, mais c'est les autres qui ont dit non. C'est ce qui me revient, mais j'avoue ne pas avoir été sur les lieux. Et donc, quand on vous attend, on a envie de poser une question. Vous allez vous présenter sur des listes européennes aux prochaines élections. Est-ce qu'il n'y a pas un beau petit profil qui se dessine là? Parce que vous parlez fort, vous parlez bien, vous expliquez les choses, vous avez des trophées à votre actif, les bonus, etc., des trophées européens, vous êtes dans Financial Times, vous êtes devenu une vedette mondiale, en tout cas européenne. Oui, l'ennemi public européen des bonus. En parallèle, on a l'impression, beaucoup disent qu'on n'entend plus trop les écolos, il y en a beaucoup qui sont un petit peu orphelins de la personnalité du président précédent, même si le duo actuel fait ce qu'il peut, mais est-ce qu'il n'y a pas une bonne petite place pour vous sur le plan belge où on manque un peu de tonus? Écoutez, j'ai quand même réfléchi un peu à la question et j'ai fait un choix. J'ai fait un choix, et ce choix, je veux dire, tous ceux qui me connaissent à écolo savent le choix que j'ai fait, et le choix c'est de
de m'investir au niveau européen. Donc 2014, vous serez sur absolument, la liste je serai candidat tête de liste écolo. Candidat en tête de 2014, liste. Absolument. Candidat à avoir la tête de liste. Bien sûr, oui, mais non, c'est pas pour ça Et que vous je l'aurai. regrettez pas votre On choix verra. quand vous avez le sentiment peut-être qu'un peu votre parti patine un peu et se fait comme ça un peu massacrer Absolument maintenant pas. facilement? Mais non, absolument pas, parce que c'est pas comme si il y avait un terrain de première classe ou un terrain de première importance qui était la région bruxelloise, la région wallonne ou le fédéral, et un terrain de seconde importance qui était l'Europe. Et donc on met les joueurs de réserve en Europe jusqu'au moment où ils peuvent monter Pour au niveau l'instant, national. La Belgique Désolé. elle a un problème d'existence d'abord avant de se demander son. Tout à fait, prix je suis bien d'accord avec vous. Et donc, si je peux contribuer à l'entente entre les peuples belges, je le ferai avec plaisir. Et je fais bien volontiers en Flandre, et je ne me prive pas de le faire comme Vous fait. êtes bilingue, trilingue même. Hein. Oui, et je suis membre de Groen comme d'écolo, donc je me sens vraiment appartenir à ce pays. Candidat eurodéputé, tête de liste. Absolument, absolument, ça c'est Et si ma on vous propose résolution. un poste de ministre après Écoutez, je pense Un poste de que ministre une après, chose à la fois. Vous prendriez ou pas? Ah, je siégerais bien volontiers à l'Ecofin, mais bon, pour ça, il faut bien sûr que les Verts scorent un peu, quoi. Hein. Bon, l'industrie en Wallonie, elle a encore une chance d'exister à l'avenir? Oui, absolument. Laquelle? Absolument. Ah, ça c'est une bonne question. Où est-ce qu'on a envie d'investir? Et si vous voulez, le problème, le nœud devant lequel on est, c'est toujours le même. On a assisté à la réduction de voilure de toute une série d'industries existantes en remettant toujours à demain le fait de commencer à investir dans ce qui pourrait être les filières alternatives. Ah bon, on parle quand même des biotechnologies, du côté oui, wallon, de voilà, l'aéronautique, voilà des choses. Absolument. Donc je pense que, franchement, je pense que presque 30 ans maintenant que Melchior Wattles-Père lançait les biotechnologies. Mais oui, mais donc pratiquement ce qui se fait avec le plan Marshall en Wallonie, je pense, appartient aux bonnes initiatives qui peuvent en effet contribuer à réindustrialiser. Alors, est-ce que le dispositif est assez ambitieux financièrement? Est-ce qu'il est parfaitement rodé sur le plan administratif, etc. Tout ça, on peut en discuter. N'empêche en fait, si vous posez la question, c'est que vous pensez que non. Oui, c'est ça. Qu'il n'y a pas assez d'argent et que c'est pas... Non, clairement, oui, mais il faut aussi voir quels sont les moyens de l'argent public dont on dispose. Et quelles sont les choses qu'on est prêt à faire si on veut mobiliser plus d'argent public dans la réindustrialisation de la Wallonie. Ça, c'est vraiment la question qu'on se pose. Et moi, ma vision personnelle, mais bon, c'est tout à fait personnel, c'est qu'on a une structure d'État en Belgique qui est trop complexe. Donc je continue à croire qu'on a trop de niveaux de pouvoir en Belgique, que ce soit à Bruxelles, que ce soit ça veut dire en quoi? Flandre. Qu'est-ce que vous enlèveriez? Moi, je commencerai par les provinces sans hésiter une demi-seconde. Je pense aussi que... ce qui ne veut pas dire éliminer les missions des provinces, mais je pense qu'on peut avoir... La prévention de la santé, ça peut se retrouver ailleurs que dans les provinces. Mais évidemment. Et donc quand je vois aussi, moi j'habite Bruxelles, est-ce qu'on a vraiment besoin de 19 communes, de 6 zones de police? Allez, c'est une ville d'1 million d'habitants. Quand vous voyagez un peu, que vous allez à Shanghai ou à Pékin, des mégapoles de 20 millions d'habitants, je peux comprendre. Et là même, il ne décentralise pas vraiment. Presque flamand dans l'âme par rapport à Bruxelles. Mais nom de Dieu, moi j'en ai marre que quand on tient un langage de cette nature, on dise oh, tu parles comme les Flamands. Ben, tout ce que les Flamands racontent, c'est pas. D'abord, tous les Flamands ne disent pas la même chose, ça c'est un. Deux, tout ce qui peut être dit en Flandre n'est pas nécessairement stupide. Et donc, moi personnellement, je serais partisan d'une rationalisation de nos institutions de manière. Je dirais presque faisons un pacte, disons que la fonction publique ne change pas de taille. Mais qu'on mette plus de monde en première ligne, c'est-à-dire des enseignants, des infirmières, etc., des gens qui créent de la valeur pour la société, et qu'on rationalise notre back-office, pour parler en langage un peu managérial, nos fonctions de support. Et donc je pense que ça serait une bonne manière pour retrouver des moyens d'investissement public. Et moi je vois l'enseignement et la santé comme des lieux d'investissement. Et je pense que ça vaudrait la peine en tout cas de se poser ce genre de questions. Mais ça veut dire alors que si on rationalise, il y a quelque part... Oui, moins de place à distribuer, ça c'est évident. Est-ce que, si on parle un peu budget, justement, alors vous, votre idée c'est quoi en fait? Quel objectif budgétaire? Certains disent qu'il faut à tout prix descendre sous les 2% pour casser l'effet boule de neige, répartir l'effort, et que répartir l'effort après, pour les autres pourcentages à atteindre, c'est possible et ce serait acceptable par l'Europe si on fait des efforts structurels, notamment des réformes structurelles sur les pensions et sur la compétitivité. Est-ce que c'est votre thèse ou pas du tout? Mais écoutez, première chose... Les parcours de réduction de la dette et du déficit sont des parcours intenables. Et je vais vous faire un parallèle. Lorsque, au mois de novembre, Mario Draghi, patron de la Banque Centrale Européenne, vient nous voir en Commission économique et monétaire, il nous parle des banques. Et il nous dit, écoutez, mettre des règles de liquidité ou d'effet de levier trop fortes aux banques, c'est-à-dire désendetter trop vite les banques, va être négatif pour l'économie. Et donc, il vaut mieux y aller doucement. D'accord? Les banques. Avec les banques. Il vient nous voir en février. Il vient nous voir en février dans le cadre du dialogue monétaire qu'on a avec lui, et il nous dit, en tout cas, c'est clair que l'austérité, ça fait mal,
Et donc, ça ne devrait pas vous surprendre. Donc, si on peut trouver quelques sparadraps, enfin, il ne dit pas comme ça, si on peut mitiger l'impact des mesures budgétaires qui sont prises sur les plus faibles, essayez de le faire. Mais en tout cas, en aucun cas, il ne faut remettre en question la trajectoire. Donc deux poids, deux mesures entre les banques et les États. Et donc, moi, ce que je dis, c'est que ce qui est vrai pour les banques, c'est-à-dire que aller de A vers B trop vite et trop fort peut casser la machine, eh bien, même chose pour les États. Vouloir consolider les finances publiques trop vite et trop fort est en fait contre-productif. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Mais dans le même temps, Louis Michel nous le disait la semaine dernière, si on relâche l'effort, la confiance dans la Belgique sera moins forte et le taux d'intérêt, puisque c'est comme ça que ça se paye, de la dette belge va augmenter. Et donc l'effort, en gros, qu'on pourrait faire en relâchant, c'est pour le redonner aux banques. Mais écoutez, non, ça n'est pas vrai. D'abord, son raisonnement première est faux. chose, je pense que son raisonnement est faux parce que qu'est-ce qui détruit d'abord la confiance? C'est le manque de perspective, c'est le manque de vision sur où on va. C'est pas le seul paramètre du déficit et de la dette publique. Je ne dis pas que ce sont des paramètres non pertinents. Donc il faut prendre des mesures structurelles à par défaut de suivre la trajectoire stricte budgétaire. C'est-à-dire, il faut faire deux choses. Un, il faut affirmer une direction sur que voulons-nous faire, où voyons-nous finalement l'activité économique en Europe au XXIe siècle. Nous, ce que nous disons, c'est, grosso modo, c'est une question de vie ou de mort pour l'Europe, elle doit devenir la championne du monde de l'efficacité en ressources et en énergie. Autrement dit, être capable de créer le plus de valeur avec le moins de ressources et d'énergie. Et ça, en soi, c'est un projet industriel colossal, d'accord? Ça touche à peu près tous les secteurs de la société. Et donc, si on affirme ça et qu'on investit là-dedans, et ça veut dire investir dans l'éducation, dans la recherche, dans l'investissement des infrastructures, etc., eh bien, on se donne une perspective. Et donc, la question, c'est, sommes-nous capables, de mobiliser les investissements. Et donc, ayant affirmé ces directions-là, voyons quelles sont les trajectoires budgétaires qui nous permettent, en effet, de préserver notre capacité d'investissement, tout en évitant l'emballement et l'effet... Pour la Belgique, alors ça veut dire quoi? Alors ça veut dire que je pense que... vite, Non, moi je crois qu'il faut ralentir la marche et qu'il faut la ralentir en France, d'ailleurs c'est ce qu'ils vont faire. Comme ils vont la ralentir en Espagne, ça n'a aucun sens. Enfin, ça devient du fétichisme à la fin. Et sur la compétitivité, il faut supprimer l'indexation? Alors là, moi, ma position sur l'indexation, et là, je vais en parler comme ancien employé du secteur privé, j'ai bénéficié de l'indexation automatique des salaires à IBM, alors que j'étais cadre. Très franchement, au début de ma carrière, ça m'a aidé. À la fin, j'en avais pas besoin. Et donc, je pense que c'est quelque chose, en tout cas... Proposition libérale. Mais je ne serais pas opposé au fait qu'on ait une forme de progressivité ou de dégressivité de l'indexation, plutôt dégressivité. À partir de quel montant? Oh, ça, je ne sais pas. Ça, je trouve que ce sont des choses qui doivent être discutées. Non, 100 000 euros? Non, j'ai jamais discuté de la chose en détail, donc je ne vais pas jeter un chiffre à la figure. Et sur les pensions? Pour moi, c'est quelque chose à examiner. Sur les pensions, à nouveau, il faut voir quel effort on est prêt à mettre sur la table pour les financer. Parce qu'on regarde toujours le côté dépenses. Mais il faut peut-être regarder le côté recette. Alors, je sais qu'en Belgique, pour Bart de Wever, c'est un pays surtaxé et tout. Moi, ce que je constate, c'est qu'en Belgique, si on a du patrimoine, en Belgique, si on est une grosse entreprise multinationale, la pression fiscale, c'est pas vraiment quelque chose dont on meurt. C'est vraiment pas quelque chose dont on meurt. Et donc, la question pour moi, c'est de se poser sérieusement la question de la nature de notre système fiscal. Est-il efficace économiquement? Ma réponse est non. Est-il juste socialement? Ma réponse est de moins en moins. Est-il efficace environnementalement? C'est une catastrophe. Et donc, si on ne se donne pas les moyens de revoir de fond en comble notre fiscalité, on n'y arrivera pas. Et donc, on peut essayer de régler, de boucher les trous dans les dépenses ici et là. À la fin, on se trouvera toujours face au fait que nous avons une fiscalité qui ne nous permet pas de remplir les missions de ce qu'un État démocratique doit être capable de faire. Et du côté de la TVA, rapidement, en un mot, allez chercher un peu plus du côté de la TVA. Le problème de la TVA, c'est évidemment que c'est une forme de taxation extrêmement anti-redistributive, puisque tout le monde la paye, mais comme c'est une taxe à la consommation, c'est évident que les ménages... Ceux qui consomment plus paieront plus. Ceux qui consomment davantage, qui ont plus de moyens... Tout dépend où vous consommez. Je veux dire, si vous avez des revenus... Enfin, il n'y a pas beaucoup de traders londoniens qui sont domiciliés en Belgique, mais enfin, si vous avez des revenus de cet ordre-là, c'est pas en Belgique que vous dépensez le gros de vos sous. Et donc, vous n'êtes pas vraiment touché par ce genre de mesures. Donc là aussi, il faut voir dans quelle mesure on peut être un petit peu plus fin dans l'application d'une taxation sur la consommation. Alors peut-être il faut de nouveau se poser la question de l'énergie et d'une forme de progressivité dans la taxation de l'énergie, d'autres formes de ressources, de nouveau pour essayer de mettre un prix sur ce qui nous est précieux et rare. L'énergie, les ressources, et ces choses-là. Justement, l'énergie, on parle beaucoup d'éolien, on parle évidemment beaucoup du carbone et tout. Les États-Unis sont en train de s'en tirer visiblement à la recherche de gaz de schiste, qu'on appellerait chez nous du gaz de mine, du gaz de houille et anciennement du grisou. Pourquoi est-ce qu'on ne s'y attaque pas? C'est un tabou? Mais écoutez, je pense que la manière dont on doit poser la question est la suivante. On doit savoir que nous ne pouvons pas, et ça c'est une impossibilité, c'est une interdiction dont dépend notre survie, brûler tout ce qui nous reste de fossiles sous la croûte terrestre. Nous ne pouvons pas.
Parce que alors, attendez-vous à avoir 6 degrés de plus comme température moyenne d'ici le milieu de ce siècle. Tout ce qui est carbone. Donc tout ce qui est énergie fossile carbone qui est encore sous la croûte terrestre, nous ne pouvons pas le brûler. Nous ne pouvons en brûler qu'une partie. Alors moi, ce que je veux bien, c'est qu'on se pose la question de quelle partie de ce qui reste sous le sol on va brûler, sachant qu'on n'est pas encore aujourd'hui dans une situation à 100% renouvelable. Donc, si on doit brûler quelque chose, on peut se dire, bon, ce qu'il y a de pire, c'est le charbon. Et donc c'est vrai que c'est un petit peu paradoxal que parce que les Américains brûlent leur gaz de schiste, ils exportent vers nous du charbon et nous on brûle plus de charbon, ce qui veut dire que notre empreinte CO2 est en fait de nouveau en train d'augmenter, ce qui est quand même un peu un non-sens. Donc les Allemands qui importent du charbon aux États-Unis qui est moins cher. Pour compenser leur nucléaire qui ne produit plus. Donc et nous, c'est vrai qu'on leur achète du nucléaire. C'est peut-être pas très malin. Donc il vaudrait peut-être mieux examiner comment... Mais nous, on leur achète du nucléaire aux Allemands parce qu'on est en train de fermer nos centrales, grâce à Écolo. Grâce à Écolo, il faut sortir du nucléaire, on y viendra tout à l'heure. Mais sur la question du fossile, sur la question du fossile, il faut voir si en effet le gaz de schiste, produit moins de CO2 par unité d'énergie produite que le charbon, d'accord ? Et ça, je trouve que... Enfin, moi, j'ai lu des études qui me disaient le contraire. Et donc, il faut d'abord établir les faits. Et donc, moi, je suis quelqu'un de factuel et de rationnel là-dessus. Est-ce que le gaz de schiste émet moins de CO2 que le charbon ? Et si c'est le cas, alors, deuxième étape de la question, peut-on exploiter le gaz de schiste dans des conditions environnementalement soutenables? Ce qui, moi, me revient des États-Unis, la réponse est non. Mais ici, on a même du gaz de charbon, c'est oui, ça je sais, parle, celui qui est plus profond. Oui, mais enfin, moi, je parle... Désolé, je parle d'Europe, et donc je parle de la Pologne, de la France, de la Belgique, mais... Sous des formes différentes, ces formes de gaz, est-ce qu'on peut les exploiter de manière propre? Donc vous n'êtes pas opposé, vous vous dites, allons quand même voir. Si on peut me démontrer que, les émissions de CO2 du gaz de schiste ou des gaz de houille sont moins élevées que les émissions de CO2 du charbon, et qu'on s'engage donc bien à ne pas brûler les quantités équivalentes de charbon au gaz qu'on brûlerait, parce qu'on ne peut pas ajouter toujours plus. 2, si on peut me démontrer qu'on peut l'exploiter de manière soutenable environnementalement, alors je suis prêt à envisager l'option. Mais ces deux conditions doivent être satisfaites. Une dernière petite question, est-ce qu'il y a d'autres partis qui sont venus vous trouver là ces dernières semaines? Non, jamais. Non, jamais. Non. Et vous êtes écolo un jour, écolo toujours? Écoutez, je vais plutôt vous dire les choses comme ceci. Je pense que aussi longtemps qu'Écolo sera un parti qui vise à la transformation de la société pour répondre aux défis du XXIe siècle qui sont la bombe à retardement, enfin désamorcer la bombe à retardement social dont je vous parlais tout à l'heure et la bombe à retardement environnemental, c'est-à-dire que notre empreinte écologique dépasse la capacité de la planète, aussi longtemps qu'Écolo sera à la pointe de ce combat-là, je serai écolo. Et là, c'est toujours le cas. J'y suis. Allez, merci. Absolument. On va vous laisser nous proposer votre choix musical pour terminer cet entretien. Et donc, je vous propose Astrada de I Mouvrini, qui est un groupe corse mené par Jean-François Bernardini, qui est un de ces Corses qui nous rappelle que la Corse n'est pas qu'un pays de violence et qui est un pays d'abord d'une nature extraordinaire, un pays aussi où le respect de l'être humain est une valeur qui se vit au quotidien. Et où les placements sont intéressants alors? Je ne sais pas, je n'y suis pas encore allé. Allez, on tiendra le soleil de la Corse pour terminer cet entretien. Merci Philippe Lamberts, merci Béatrice Delvaux, Jean-Pierre Jacquemin. C'était le Grand Oral, bel après-midi sur La Première.